Si vous êtes parent d'un enfant autiste, je veux que vous preniez une seconde pour penser à votre étagère ou à votre table de chevet. Je parie qu'elle est pleine de livres. Votre historique de recherche sur Internet, lui, est une liste sans fin de blogs, de forums, d'articles scientifiques. On vous a donné 1 million de conseils. Essayez cette thérapie, faites cette routine, appliquez cette méthode. Une montagne de choses à faire qui s'ajoute à une montagne de choses que vous faites déjà. Et je sais que vous êtes épuisé. Une fatigue qui n'est pas juste physique, une fatigue de l'âme. Aujourd'hui, on arrête ça. On met tout ça de côté. Je ne vais pas vous donner une liste de corvées de plus à ajouter à votre charge mentale. Le titre de cette vidéo est 5 conseils puissants pour les parents d'enfants autistes. Et j'ai choisi le mot puissant exprès avec une intention très précise. Parce que ces conseils ne sont pas des actions à ajouter à votre emploi du temps. Ce sont des changements de perspective. Des clés qui, une fois tournées, ne demandent pas plus de travail, mais au contraire, allègent toute votre charge. Alors, installez-vous confortablement. On va prendre notre temps. Le premier conseil, et peut-être le plus transformateur de tous, c'est de changer de casquette. Arrêtez d'être le juge et devenez la détective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pensez à ce matin, le moment de partir à l'école par exemple, la bataille pour mettre les chaussettes, les cris, les refus de mettre ses chaussures, votre voix qui monte, la sienne aussi, votre peur qui bat, la panique de l'horloge qui tourne. Dans ce moment-là, notre cerveau, par pur instinct de survie, enfile la toge du juge et il prononce une sentence. C'est un caprice. Il fait ça pour m'embêter. Elle ne fait aucun effort. Ce jugement est rapide, automatique, et il est destructeur parce qu'il crée un mur entre vous et votre enfant. Il vous place en opposition, dans un combat de pouvoir. Et un combat de pouvoir, personne ne le gagne jamais vraiment. Maintenant, imaginez que dans ce même moment, au lieu de la toge du juge, vous mettiez le chapeau du détective. Un détective ne cherche pas un coupable. Il cherche des indices. Il ne juge pas. Il observe. Il se pose une seule et unique question. Qu'est-ce que ce comportement essaie de me dire que mon enfant n'arrive pas à exprimer avec des mots? Soudain, la scène change. La crise des chaussettes n'est plus un caprice, c'est un indice. L'indice que la couture à l'intérieur est peut-être une torture sensorielle, comme du papier de verre sur la peau. Le refus des chaussures n'est plus de l'opposition. C'est l'indice qu'elles sont trop serrées ou que le changement de saison et la nouvelle texture le paniquent. Les cris ne sont plus une manipulation. C'est l'indice d'une surcharge. Le seul moyen pour son système nerveux de crier stop, j'en peux plus. Passer du juge au détective, c'est passer de qu'est-ce qui ne va pas chez toi à qu'est-ce qui se passe pour toi. C'est la différence entre l'accusation et la connexion. Et ça change tout, parce qu'une fois que vous avez l'indice, vous pouvez agir sur la cause, pas sur le symptôme. Vous pouvez acheter des chaussettes sans couture. Vous pouvez préparer les chaussures la veille. Vous pouvez créer un rituel apaisant avant de partir. Vous arrêtez de vous battre contre votre enfant et vous commencez à faire équipe avec lui contre le problème. Votre première petite mission, si vous l'acceptez, la prochaine fois qu'un comportement difficile survient, prenez une seconde, respirez et notez mentalement sur un papier quel pourrait être l'indice ici. Juste ça, observez. Ce qui nous amène au conseil numéro 2. Arrêtez de vouloir adapter votre enfant au monde. Adaptez une partie du monde à votre enfant. On passe notre vie à essayer d'apprendre à un poisson à grimper à un arbre. On lui dit fais des efforts, essaye encore, regarde comment les autres font. On l'inscrit à des cours d'escalade, mais ça reste un poisson. Il s'épuise, il se sent nul et il n'y arrive pas, alors qu'il serait un nageur extraordinaire si seulement on le mettait dans l'eau. Votre enfant n'est pas un poisson, bien sûr, mais la métaphore est la même. On passe notre temps à lui apprendre à supporter un monde qui, pour son système nerveux, est souvent hostile. Supporter le bruit assourdissant du supermarché, supporter la lumière agressive de la cantine, supporter le chaos d'un repas de famille, c'est un combat constant et c'est épuisant pour lui et pour vous. Mon deuxième conseil est donc d'inverser complètement la vapeur. Vous êtes l'architecte de son bien-être. Votre mission n'est pas de le rendre plus résistant au monde, mais de lui construire une base de sécurité où votre enfant peut se ressourcer. Un casque anti-bruit n'est pas un aveu d'échec, c'est un outil d'accessibilité aussi légitime que des lunettes pour un myope. Des lunettes de soleil à l'intérieur ne sont pas un caprice. C'est un rempart contre une agression visuelle, un planning visuel sur le frigo
n'est pas une béquille, c'est une carte pour naviguer dans le brouillard de l'imprévu. Je vous entends penser, mais si je fais ça, je le surprotège. Je le prépare pas à la vraie vie, mais c'est tout le contraire. Imaginez que vous deviez courir un marathon. Qu'est-ce qui vous serait le plus efficace? Vous entraîner jusqu'à l'épuisement tous les jours ou alterner des entraînements intenses avec des jours de repos complets pour que votre corps récupère? C'est pareil pour le système nerveux de votre enfant. En faisant de votre maison un havre de paix sensorielle, vous ne le coupez pas du monde. Vous lui offrez une station de recharge. Vous lui permettez de recharger ses batteries à 100% pour qu'il ait ensuite l'énergie nécessaire pour affronter le monde extérieur. Votre petite mission pour ce soir, choisissez une seule pièce de la maison. Asseyez-vous et faites un audit sensoriel. Qu'est-ce qui est trop bruyant, trop lumineux, trop encombré? Et quelles petites choses pourriez-vous changer? Une ampoule? Un tapis? Ce qui nous conduit au conseil numéro 3. Cessez de lui demander de parler votre langue. Faites l'effort d'apprendre la sienne. La phrase utilise tes mots l'est probablement la phrase la plus inutile et la plus frustrante que l'on puisse dire à un enfant autiste au bord de la crise. Quand le cerveau est en état de stress intense, la partie qui gère le langage complexe, la logique, se déconnecte. C'est l'amygdale, le cerveau reptilien de la survie, qui prend le contrôle. Demandez d'utiliser des mots à ce moment-là. C'est comme demander à quelqu'un qui se noie de vous réciter une poésie. C'est neurologiquement impossible. Mon troisième conseil est donc d'arrêter d'attendre. Prenez les devants, devenez un traducteur, une traductrice. Et pour ça, il faut identifier sa vraie langue. Et la vraie langue de votre enfant, c'est pas le français, l'anglais ou l'espagnol, c'est son intérêt spécifique. Les dinosaures, les planètes, les petites voitures, les drapeaux du monde, Minecraft, les logos de voitures. Le monde neurotypique voit ça comme une obsession, quelque chose de bizarre, de trop intense, qu'il faudrait élargir. C'est une erreur fondamentale. Cet intérêt n'est pas une prison, c'est la clé de son royaume. C'est le canal de communication principal, la porte d'entrée vers son monde intérieur. C'est par là que tout peut se passer. Vous voulez lui parler des émotions? Utilisez les personnages de son jeu vidéo préféré. Vous voulez lui apprendre les maths? Comptez les différentes espèces de Pokémon. Vous voulez juste vous connecter? Asseyez-vous à côté de lui et regardez-le jouer, en vous intéressant sincèrement à ce qu'il fait. La connexion ne se passe pas toujours dans les mots, elle se passe dans la passion partagée. Votre petite mission, si vous l'acceptez, c'est aujourd'hui consacrer 10 minutes, juste 10, à vous immerger dans son intérêt spécifique, sans poser de questions, sans essayer de lui apprendre quelque chose, juste en étant là, avec lui, dans son monde. Vous serez alors surprise de la magie que cela peut créer. C'est directement lié au conseil numéro 4. Devenez l'experte de sa batterie d'énergie. Imaginez que chaque matin, votre enfant se réveille avec une batterie de téléphone chargée à 100%. Maintenant, imaginez que chaque activité de la journée consomme de l'énergie. Pour un enfant neurotypique, c'est-à-dire qui n'est pas autiste, une matinée à l'école va peut-être consommer 30% de sa batterie. Il lui en reste plein pour le reste de la journée. Maintenant, pour votre enfant autiste, sa batterie est différente. Le simple fait de masquer, c'est-à-dire de faire semblant d'être normal à l'école, consomme déjà 40% de sa batterie. Et même s'il n'y arrive pas toujours à faire semblant. Ajoutez le bruit de la cantine, 20% de plus. La lumière des néons, 10% de plus. Un changement d'emploi du temps imprévu, 15% de plus. À midi, il est déjà à 15% de batterie restante. La fameuse crise de 17 heures au moment des devoirs n'est pas un mystère. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est le signal sonore d'une batterie à plat, d'un système en surcharge totale qui ne peut plus rien gérer. Mon conseil est donc arrêtez de le pousser à se dépasser. Devenez une gestionnaire d'énergie, une experte de sa batterie. Apprenez à repérer les signes de batterie faible, l'agitation, le retrait, les petits bruits qu'il fait. Et surtout, planifiez des temps de recharge intentionnels dans sa journée. Un moment seul dans sa chambre après l'école n'est pas une punition. C'est une nécessité vitale. Comme brancher son téléphone. Dire non à la fête d'anniversaire du copain le samedi après-midi n'est pas un échec social. C'est une stratégie intelligente pour éviter un effondrement le dimanche. Alors, votre mission, si vous l'acceptez,
Ce soir, avant de dormir, repensez à la journée et essayez d'identifier une chose qui a vidé sa batterie et une chose qui l'a rechargée. Cette simple prise de conscience est le premier pas. Et enfin, le cinquième conseil puissant, c'est le plus court, le plus simple à comprendre et ironiquement, le plus difficile à appliquer. Appliquez-vous la règle du masque à oxygène. Vous connaissez la consigne dans l'avion. En cas de dépressurisation, un masque tombe devant vous. Mettez votre propre masque avant d'aller aider votre enfant. Pourquoi? Parce que si vous vous évanouissez par manque d'oxygène, vous ne pouvez pas aider personne. Vous devenez un poids mort. Et c'est exactement la même chose dans votre vie de parent. Vous ne pouvez pas être le port d'attache calme, stable et sécurisant de votre enfant si vous-même, vous êtes en train de vous noyer dans le stress, la culpabilité et l'épuisement. Votre état émotionnel est le climat dans lequel votre enfant vit. S'il y a un orage permanent en vous, il ne pourra jamais trouver la paix. Prendre du temps pour vous, dire non, demander de l'aide, c'est pas de l'égoïsme, c'est une partie essentielle de votre rôle. Votre bien-être n'est pas un luxe, c'est la condition du bien-être de votre enfant. Et votre mission, la plus importante si vous l'acceptez, c'est de trouver 5 minutes, juste 5 aujourd'hui, où vous ferez quelque chose qui n'a pour seul but que de vous recharger. Une boisson en silence, une chanson à fond dans la voiture, respirer par la fenêtre. 5 minutes, c'est tout. Voilà, le détective, l'architecte, le traducteur, la gestionnaire d'énergie, la passagère dans l'avion responsable. Ces 5 conseils sont la fondation d'une nouvelle approche. Une approche plus sereine, plus connectée. Mais je sais très bien ce que vous vous dites maintenant, après ces 30 minutes. C'est une excellente philosophie, mais concrètement, comment je fais au quotidien? Comment je deviens une bonne détective quand je suis moi-même au bord de la crise? Quels outils j'utilise pour être une bonne architecte au-delà de l'ampoule? Comment je trouve le temps et l'énergie pour mon propre masque à oxygène? La philosophie vous donne la direction. Mais c'est sûr, vous avez besoin d'outils, de la méthode et du plan d'action. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme socle. Si cette vidéo est la fondation, mon programme est la maison entière, avec les murs, le toit et tous les meubles. Il contient toutes les fiches pratiques, les routines à mettre en place, les stratégies étape par étape pour gérer les crises, pour communiquer à l'école, pour organiser la maison. C'est le comment concret et détaillé derrière chacun de ces conseils. Si vous êtes prête à passer de l'inspiration à la transformation, si vous voulez enfin vous sentir équipé et soutenu plutôt que seul et débordé, alors la prochaine étape est juste là, sous la vidéo. Vous cliquez sous le lien pour découvrir la méthode complète qui va alléger vos épaules et changer votre quotidien pour de bon. Votre sérénité n'est pas une option, c'est une nécessité. Prenez bien soin de vous.